Bonjour à tous, merci de me permettre d'intervenir dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qu'on a menée il y a quelques temps maintenant en utilisant ce qu'on appelle un système tutoriel intelligent pour justement plutôt des entraînements type académique chez des enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux, particulièrement orientés vers le trouble du spectre de l'autisme. Alors, mince, la souris. Donc, les enfants TSA, vous savez que l'accès à l'école, c'est encore quelque chose qui est compliqué en France. Et pourtant, on sait à quel point il y a un consensus scientifique autour de son bénéfice. Aussi bien sur les capacités, bien sûr, académiques, mais aussi les capacités sociales, adaptatives. Ça leur permet de se faire des amis, ce qui est super important pour le développement. Et surtout, c'est un petit peu l'antichambre de la participation sociale, dans le sens où c'est l'école qui va leur permettre de rentrer dans la société et de commencer à prendre leur rôle de citoyen. Aujourd'hui, en France, eh bien, il y a différentes orientations scolaires, donc plutôt en classe ordinaire, en UNIS, voire en établissement spécialisé. Et cette orientation, elle est décidée à la fois sur des critères cliniques, voilà, de sévérité des symptômes, de présence de troubles du comportement, mais aussi sur des critères académiques, c'est-à-dire que si l'enfant arrive au collège avec un retard scolaire trop important, autant vous dire que ce sera compliqué de l'inclure dans une classe avec des enfants de son âge. Typiquement, si en maths, il a niveau 6e alors qu'il devrait être en 4e, ça va être compliqué de le faire aller en maths en 4e. Et on sait que les performances académiques chez les TSA, malgré justement certains stéréotypes au niveau des mathématiques, on a des profils très variés à l'image en fait, du spectre aussi des symptômes cliniques. C'est-à-dire que dans les études qui sont un petit peu intéressées à des groupes d'enfants âgés de 6 à 18 ans, eh bien, on retrouve des profils tantôt équilibrés qui vont être soit très bons, soit plutôt mauvais, et des profils aussi très déséquilibrés, en général des profils qui ont des troubles des apprentissages associés avec des faiblesses spécifiques. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que l'hypercalculie, qui serait un talent particulier pour faire des maths, n'est pas si répandu dans la population autistique et qu'une bonne partie d'entre eux sont en difficulté sévère quand il s'agit d'apprendre des opérations simples comme les additions, la multiplication, la soustraction avec des nombres entiers ou décimaux. Et ça, c'est assez alarmant puisque cette compréhension des mathématiques va avoir un impact sur leur vie quotidienne plus tard et leur prise d'indépendance, puisqu'à partir du moment où il faut que je gère mon budget, qu'il faut que j'aille faire des courses, eh bien, il va falloir que je sache à minima calculer pour pouvoir bien rendre la monnaie. On suppose en explication qu'il y aurait certainement un trouble des fonctions exécutives sous-jacentes qui perturberait justement les capacités d'apprentissage. Et c'est une piste assez sérieuse quand on considère le rôle des fonctions exécutives dans les apprentissages chez tous les enfants et les troubles exécutifs qui sont fréquemment retrouvés dans une bonne variété en fait, de troubles du neurodéveloppement. Les technologies sont très appliquées en fait sur le plan clinique. On l'a vu, il y a énormément de choses justement sur la reconnaissance des émotions qui visent directement les troubles caractéristiques du TSA. Et quand on commence à s'intéresser à ce qui peut soutenir les apprentissages scolaires, là, ça devient plus rare. Et en général, dans l'existant, on vise plutôt les capacités de littératie qui sont en lien justement avec les troubles du langage qu'on peut retrouver dans ce syndrome. Et finalement, pour le cas des mathématiques, est-ce un effet de préjugé ou pas? Mais très peu de programmes le font. Et ceux qui le font, par contre, le font très bien. C'est-à-dire qu'on a des techniques prometteuses aujourd'hui. Je vous conseille la revue de Spooner qui est extrêmement bien faite et qui, justement, identifie des techniques qui sont très efficaces pour, justement, les aider à acquérir ces compétences de numératie qui sont essentielles pour leur prise d'indépendance. Dans l'équipe Flowers, donc c'est l'équipe dans laquelle je travaille, on essaye justement de faire levier sur l'intelligence artificielle pour essayer d'améliorer tous les programmes d'éducation. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans l'éducation dite ordinaire, je mets des grosses guillemets, disons des enfants neurotypiques, eh bien vraiment ça s'est imposé comme un levier puissant pour personnaliser les parcours d'apprentissage. Et cette personnalisation, elle est essentielle puisque les enfants, ils sont en développement, il y a une énorme variabilité entre les enfants, donc interindividuels, mais aussi au sein même de l'enfant. C'est-à-dire qu'au cours du temps, il peut y avoir des variations justement dans sa compréhension des connaissances, que ce soit en maths ou dans d'autres matières.
Et finalement, en personnalisant ces parcours d'apprentissage, on peut essayer de faire levier sur leur curiosité, c'est-à-dire leur donner envie, les motiver à rentrer dans l'apprentissage et de cette manière, en fait, essayer d'améliorer l'efficacité des programmes. Justement, dans notre équipe, on a un petit peu cette vision-là où on considère que l'état de curiosité, donc, c'est finalement une espèce de motivation intrinsèque à l'apprentissage, c'est-à-dire que lorsque je vais être curieux envers quelque chose, c'est que souvent, j'identifie que j'ai un manque de connaissances ou qu'il y a une incertitude quelque part, et ça va me motiver à aller chercher la solution. Et en se basant un petit peu sur cette idée-là, eh bien, les systèmes tutoriels intelligents ont été conçus justement pour personnaliser les apprentissages et faire en sorte un petit peu que l'enfant reste toujours dans une zone où il va y avoir des activités qui sont ni trop faciles ni trop difficiles. Et ça, en fait, c'est un défi aujourd'hui, puisqu'en classe, avec l'éducation traditionnelle, un prof tout seul, c'est super compliqué pour lui de faire un petit peu cette adaptation individuelle des parcours d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire les mêmes activités, les mêmes rythmes pour tout le monde. Et on se retrouve avec des élèves qui vont s'ennuyer parce que ça ne va pas assez vite, des élèves qui vont justement galérer parce que ça va trop vite, et des élèves qui vont être justement dans le rythme. Et ça, en fait, ça peut expliquer justement la grande variabilité des parcours d'apprentissage, que ce soit chez les enfants neurotypiques ou les enfants avec troubles du neurodéveloppement. Donc finalement, ces systèmes tutoriels intelligents, en intégrant des algorithmes de personnalisation dynamique des séquences d'apprentissage, vont permettre justement d'aider le professeur à faire une école personnalisée, c'est-à-dire que chaque élève va pouvoir finalement progresser à son rythme et on va pouvoir adapter les séquences d'apprentissage en fonction justement de ses résultats. Donc, on a deux grandes familles de systèmes tutoriels intelligents, une conception un peu linéaire où finalement tous les élèves vont suivre exactement la même séquence, mais à des vitesses différentes, c'est-à-dire qu'on va rester un peu plus longtemps sur certains exercices, un peu moins longtemps sur d'autres, en fonction de leur progrès. On a une autre méthode pour faire des STI, c'est celle qu'on a utilisée, c'est la conception ramifiée, c'est-à-dire qu'on a tout un ensemble d'exercices, un espace d'activité, et en fonction des performances de l'élève, on va l'amener finalement sur des chemins différents. Si bien que chaque enfant ne va pas forcément suivre exactement la même séquence d'activité. Ces systèmes tutoriels intelligents, pourquoi finalement on s'intéresse beaucoup à eux, c'est que dans l'éducation ordinaire, encore une fois, je mets mes grosses guillemets, beaucoup d'études montrent qu'il y a des effets vraiment bénéfiques sur l'apprentissage. Et étonnamment, assez peu d'études sont allées explorer l'efficacité de ces techniques auprès des enfants avec troubles du neurodéveloppement, en particulier avec les enfants TSA, pour lesquels clairement j'ai trouvé essentiellement des études qui le font sur le plan théorique, c'est-à-dire qu'ils simulent un modèle de l'étudiant TSA et ils vont voir si effectivement sur un plan formel, on a une meilleure progression avec des contenus d'apprentissage personnalisés. Le projet KidLearn, qui est porté par Flowers, en fait, tourne autour de la conception d'un algorithme qu'on a appelé ZPDES, qui s'inspire en fait du concept de zone proximale du développement de Vygotsky, qui est un concept assez ancien, mais qui reprend un petit peu le principe en fait qu'on essaye de suivre, c'est-à-dire de toujours situer l'enfant dans une zone d'apprentissage qui va être ni trop facile, parce que quand c'est trop facile, on s'ennuie, ni trop difficile, parce que quand c'est trop difficile, on se décourage. Et donc, l'idée de rester un petit peu entre les deux, on fait l'hypothèse que ça va permettre de rester dans un niveau de motivation qui est suffisamment important pour que l'enfant reste engagé dans l'apprentissage. Et finalement, on a créé un algorithme qui va déplacer une zone d'activité active. Donc, j'ai tout mon graphe d'activité avec l'ensemble des séquences que je peux proposer aux enfants. Et je vais commencer par activer une zone. Je regarde un petit peu les performances de l'enfant, comment elles sont sur cette zone. Si je vois qu'il réussit bien, c'est qu'on est sur des activités qui sont plutôt faciles pour lui. Donc, dans ce cas, je vais élargir ma zone vers des activités plus difficiles. Et si ça continue comme ça, je vais carrément désactiver ce qui est plus facile pour essayer justement de toujours rester dans cette zone ni trop facile ni difficile qui va, on l'espère, un peu stimuler la motivation de l'enfant. Et donc, pour être honnête, le projet KidLearn, je voulais présenter l'application, excusez-moi. Donc, cet algorithme, dans un premier temps, on l'a appliqué à l'apprentissage des mathématiques dans l'éducation ordinaire. Donc, la toute première étude de ce projet, donc, on avait une application avec un jeu de la marchande. Typiquement, les enfants ont accès à un portefeuille avec des billets et des pièces.
et devait acheter des objets, donc soit un ou plusieurs objets, ce qui nécessite de faire des additions, et aussi de transformer ces chiffres en une décomposition en billets, en pièces voilà, on a des 50 centimes, des 20 centimes, des 10 centimes, donc parfois ça nécessite des calculs plus ou moins complexes. Et également des exercices de rendu de monnaie qui vont cette fois-ci plutôt se baser sur la soustraction. Et à chaque fois, avec les centimes, on va avoir des nombres entiers et des nombres décimaux. Donc finalement, on va avoir quelque chose de très progressif et surtout avec un matériel concret qui est l'argent, qui va permettre aussi, et c'est pour ça qu'on l'a appliqué chez les enfants avec autisme, d'avoir un transfert peut-être plus facile vers des compétences de vie quotidienne. Donc, une première étape, ça a été de faire une validation formelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé cet algorithme, on a fait une simulation informatique pour comparer ce nouvel algorithme avec un algorithme de STI plus classique et une séquence linéaire qui aurait été conçue par quelqu'un qui est un expert en didactique des mathématiques. Et justement, sur cette validation formelle, on a déjà observé qu'il y avait de meilleurs résultats lorsqu'on utilise un algorithme de personnalisation des apprentissages, avec en fin de simulation un niveau de difficulté des exercices plus important et surtout une diversité des parcours plus importante. C'est ce qu'on peut voir en fait sur ces schémas en cercle qui représentent un peu les trajectoires entre les exercices, où finalement avec une séquence linéaire, c'est très linéaire, alors que quand j'utilise des algorithmes de personnalisation, on peut faire des sauts finalement entre les exercices et faire avancer les choses un petit peu différemment en fonction des profils. La seconde étape, ça a été de mener cette étude en milieu réel. Donc là, on a proposé l'application à presque 300 élèves âgés de 7 à 8 ans dans une étude de type essai randomisé contrôlé et des mesures avant et après l'intervention pour un petit peu regarder les progrès. Et ce qu'on a vu, c'est que le groupe qui utilisait Kidlearn avec l'algorithme ZPDES progressait plus, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à des exercices plus difficiles et plus vite que les autres. Donc, il y a vraiment un bénéfice global de l'apprentissage qui est produit avec cet algorithme ZPDES. Et en plus, ce qu'on avait rajouté, c'était le fait de leur donner le choix dans l'objet à acheter. C'est-à-dire que plutôt que de leur imposer un objet, ils pouvaient, en amont de l'exercice, choisir quel objet ils allaient acheter auprès de la marchande. Et ça, en fait, on pense que ça a eu un effet bénéfique sur la motivation. Et cette motivation plus importante a augmenté certainement leur engagement dans la tâche et derrière leur progrès d'apprentissage. Un autre transfert de cette application qu'on a fait, c'est à l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a embarqué l'algorithme ZPDES dans une application qui visait à apprendre aux enfants avec de l'asthme à observer leur traitement, à savoir un petit peu comment utiliser ces choses et à augmenter leur connaissance justement de leur maladie et de comment remédier à leur crise. Et là aussi, le simple fait d'avoir utilisé pendant 1 mois à domicile l'application KidBrus a amené en fait une bonne efficacité pédagogique, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une amélioration de leur connaissance sur l'asthme significative par rapport à une condition contrôle. Et également, on retrouve cette grande diversité des parcours, c'est-à-dire que vraiment les enfants en fait avaient des séquences très personnalisées. Je vais en venir maintenant à notre sujet, celui qui nous intéresse, c'est finalement l'application maintenant aux enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Donc vraiment, notre étude pilote, c'était l'idée de, OK, en fait, on a une application qui pourrait être vraiment transférable à cette population. Et donc, allons évaluer un peu la pertinence d'une intervention numérique déjà à visée plus académique que clinique chez des enfants collégiens qui ont des difficultés en mathématiques, c'est-à-dire que vraiment, on est arrivé dans des ULIS où les jeunes n'arrivaient même tout juste à faire des additions et les soustractions, c'était très compliqué. Et donc, on s'est dit, essayons de voir dans quelle mesure Kidlearn pourrait améliorer leur performance en mathématiques et éventuellement susciter des progrès d'apprentissage qui seraient liés à une motivation à faire ces exercices. Donc, on a recruté 24 collégiens scolarisés en classe spécialisée. Donc, classe spécialisée, j'entends ULIS, autant pour moi. Donc, essentiellement avec un profil TSA et des comorbidités cognitives type troubles des apprentissages ou déficience intellectuelle. Donc, les enfants avaient environ, en moyenne, 13 ans. Donc, c'était vraiment des collégiens. Et donc, on a vraiment utilisé un design pré-poste avec des évaluations de mathématiques et de motivation avant l'intervention et après l'intervention pour voir un petit peu s'il y avait un progrès significatif.
On a aussi utilisé un design un peu particulier qu'on appelle le design avec une condition contrôle active. Pourquoi on a fait ça? Parce que quand on vient intervenir dans les écoles, c'est compliqué en tant que chercheur d'expliquer aux enseignants, bah, écoutez, on va donner une application, mais qu'à la moitié de vos élèves, et les autres, un petit peu, tant pis pour eux. Donc, c'est vrai que quand on commence à intervenir dans des conditions réelles, en milieu réel, c'est bien de pouvoir proposer quelque chose au groupe contrôle, puisque souvent, en fait, quand on arrive en disant, on a une technologie, mais tout le monde ne l'aura pas, eh bien, ceux qui ne l'ont pas, ils se désengagent de l'étude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué quand on essaye de faire de la recherche-action. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour évaluer notre application de mathématiques, proposer quelque chose au groupe contrôle et qui ne vienne pas faire une interférence finalement avec notre évaluation du progrès d'apprentissage. Donc, on leur a proposé une autre application qui était un petit peu plus, entre guillemets, à visée clinique et qui consistait en fait à entraîner l'orientation du regard sur des scènes sociales. Donc ça a été aussi, finalement, ça a amené un autre avantage, c'est qu'on va contrôler d'autres effets collatéraux. C'est-à-dire que le simple fait qu'un chercheur vienne dans la classe et s'intéresse un petit peu à eux et donne de l'attention aux enfants, eh bien ça peut finalement créer des effets d'intervention un peu artificiels, dans le sens où, comme on a été là, qu'on a pris soin d'eux, eh bien forcément, il y a une motivation et un engagement supplémentaire qui peut entraîner des progrès d'apprentissage. Également, le simple fait de leur donner des outils numériques, en général, ça leur fait plaisir. Et ça aussi, ça peut modifier les conditions. Et donc, si vraiment on ne donne rien d'autre au groupe contrôle, on peut en fait juger que l'application est efficace, alors qu'en fait, on pourrait avoir des artefacts et des biais dans notre étude. Donc, c'est pourquoi on a utilisé cette condition de contrôle actif. Sur les résultats, donc après 3 semaines d'intervention, donc clairement, on a fait les pré-tests. Il y avait 3 séances d'utilisation de KidLearn et ensuite le post-test et une séance de jeu libre. Eh bien, on a observé une amélioration significative des performances de calcul dans le groupe KidLearn. Et cette amélioration était supérieure à celle du groupe contrôle. Donc, on a, d'un certain côté, validé un petit peu la pertinence de ce type d'intervention auprès des collégiens avec TSA. Aussi, et c'était vraiment un super résultat pour nous, on a évalué leur motivation à l'aide d'une échelle, donc une échelle simplifiée, dans laquelle on leur demande est-ce que tu as joué au jeu parce que tu avais envie ou est-ce que tu as joué au jeu parce qu'on t'a dit de le faire? Est-ce que tu as joué au jeu parce que tu n'avais rien d'autre à faire? Et voilà. Et on s'est aperçu que dans le groupe KidLearn, il y avait une motivation beaucoup plus importante à utiliser l'application par rapport au groupe contrôle qui lui-même avait reçu une tablette et un jeu. On avait utilisé d'autres mesures, des mesures, disons, plutôt pour contrôler, voir si aussi l'application contrôle pouvait avoir des effets. Et là, on n'a obtenu que des artefacts au final. Et donc, finalement, notre gros résultat, c'est quand même l'amélioration de la performance en mathématiques et le niveau de motivation. Donc, au final, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous a appris? C'est qu'on peut en fait utiliser un système tutoriel intelligent avec des enfants avec un trouble neurodéveloppemental de la même manière qu'avec des enfants neurotypiques. En 3 semaines d'intervention, on a eu un progrès significatif des performances en mathématiques et les résultats étaient, étonnamment complètement comparables avec l'étude KidLearn qu'on avait fait en classe ordinaire. C'est-à-dire que dans l'étude de Benjamin Clément, on avait eu exactement la même progression, c'est-à-dire que le hasard a fait qu'ils sont un peu partis du même point et à la fin de l'intervention, ils sont arrivés au même point. Donc, on a vraiment un progrès d'apprentissage qui est similaire à une population neurotypique, ce qui est un résultat qui est super encourageant, ce qui veut dire qu'au final, ils ont des capacités d'apprentissage aussi bonnes. Ce progrès, en plus, s'accompagne d'une motivation élevée. Donc, on imagine que derrière, cette motivation va les pousser à s'engager un peu plus dans la tâche et derrière, donc, à stimuler ce progrès d'apprentissage. Malgré tout, on a des perspectives, c'est-à-dire que cette étude, ça reste une étude pilote. On avait un petit échantillon, on a fait ça finalement en recherche-action, donc on avait aussi une grande variabilité des profils. Et également, le fait d'utiliser la condition de groupe contrôle actif, c'était une bonne chose. Mais d'un autre côté, ça amène certains biais au niveau de la validation clinique de l'application. Et donc, on envisage de faire une étude un petit peu plus grande échelle sur une durée d'intervention éventuellement un peu plus longue et d'aller voir plusieurs conditions, c'est-à-dire voir quel est l'impact de l'algorithme en lui-même, donc de leur donner KidLearn, mais avec ou sans l'algorithme, et aussi de comparer finalement à l'enseignement mathématique habituel. Aussi, chose qu'on n'a pas faite
dans cette étude, c'est d'aller voir si les effets se maintenaient après l'intervention. Nous, on a regardé en pré-poste. Alors, c'est bien, juste après l'application, ils arrivent à l'utiliser. Mais est-ce qu'au final, 3, 4 semaines, plusieurs mois après avoir suivi l'intervention KidLearn, est-ce qu'ils sont toujours capables de réaliser ces calculs? Une dernière limite, c'était l'évaluation des effets de transfert. Comme je l'ai dit, on utilise du matériel concret pour soutenir la généralisation. Sauf que dans notre étude, on n'a pas mis en évidence de généralisation de ces acquis à d'autres situations de calcul. Et ça, en fait, on aimerait aller voir dans cette étude plus grande échelle si, dans une tâche écologique, on peut aller évaluer s'ils arrivent en fait, à faire concrètement des achats et des rendus de monnaie sur du matériel réel. Donc, en conclusion, cette approche des systèmes tutoriels intelligents pour personnaliser les séquences d'apprentissage, elle produit vraiment des résultats prometteurs sur plusieurs populations. C'est-à-dire vraiment, elle offre une généralisation à la diversité cognitive qui est extrêmement intéressante justement pour essayer de proposer des choses qui sont de mieux en mieux pour les apprentissages. Donc, elle est très efficace. Elle permet aussi de finalement s'appliquer à plusieurs domaines. Et d'ailleurs, ça nous a motivés à démarrer différents projets. Là, actuellement, on est en train d'essayer d'appliquer l'algorithme ZPDES à des entraînements cognitifs de l'attention, avec justement pour viser d'aller voir chez les populations vieillissantes, mais aussi chez les jeunes avec TDAH, si on peut aussi entraîner de façon plus efficace leur capacité attentionnelle. Également, on a un autre projet d'entraînement à la pensée divergente, c'est-à-dire qu'on a implémenté ZPDES dans un agent conversationnel pour essayer de stimuler la curiosité intellectuelle des enfants et de les pousser à poser des questions qui vont un petit peu dépasser le champ des informations qu'on leur donne dans un texte. Et ça, on aimerait bien aussi aller voir chez les enfants avec autisme si c'est une approche qui peut aussi stimuler leur curiosité envers d'autres sujets que leurs intérêts habituels. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci, Cécile.